la table. Il y a Emma qui devrait aussi se joindre à nous. Donc voilà, si on se tâchera de répondre à vos différentes questions. Donc du coup, effectivement, comme l'a dit Kevin, il y aura différents temps au cours de cette présentation. Tout d'abord, donc une petite mise en contexte que va réaliser Kevin. Ensuite, on vous présentera le bilan carbone 2023 qu'on a pu effectuer donc avec des données physiques et monétaires qu'on a pu percevoir. Ensuite, donc Kevin présentera le plan de transformation de la réserve qu'il a pu imaginer. On vous présentera à la suite de cela le bilan d'émissions prospectives pour 2030 avec la mise en place de ce plan de transformation. Et enfin, donc Alexandre fera un petit focus sur l'analyse financière de ce plan de transformation. Donc Kevin, je te laisse peut-être la main sur la partie contexte. Oui, merci. Alors bien évidemment, quelques mots d'introduction pour rappeler ce que c'est que la réserve naturelle nationale du Pinail. Alors vous connaissez quasiment tous et toutes hein, ce site exceptionnel, classé réserve naturelle nationale, également site Natura 2000, donc d'intérêt européen, et aussi site Ramsar, donc zone humide d'importance mondiale, où on trouve plus de 6000 mares, plus de 2600 espèces fréquentées par près de 15 000 visiteurs chaque année avec à avoir en tête, et vous allez voir que dans cette notion d'approche carbone, une gestion interventionniste du gestionnaire, donc pour préserver ces milieux et cette biodiversité qui est abritée sur un petit territoire, hein, 142 hectares en région Nouvelle-Aquitaine, département de la Vienne. Diapo suivante. Pourquoi on travaille sur le changement climatique et une démarche carbone? Parce que la réserve naturelle du Pinail est exposée, bien évidemment, au changement climatique et particulièrement vulnérable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on mesure et on observe en continu des impacts. Alors là, ce que vous avez en photo, c'est notamment la dynamique d'assèchement avec l'augmentation des températures, la modification du régime des pluies. Vous avez en photo l'évolution d'une prairie qui autrefois était humide et qui s'assèche de plus en plus. Les mares qui en hiver ont de plus en plus de mal à se remplir, ou en tout cas ça devient assez aléatoire. Et bien évidemment que cette dynamique d'assèchement, ce manque d'eau, eh bien, a des impacts sur un certain nombre d'espèces comme le triton crêté, donc un amphibien, un petit papillon aussi qu'on appelle l'azuré des mouillères, etc. Mais il y a aussi d'autres espèces comme la fauvette pichou qui vont tirer leur épingle du jeu parce qu'avec l'adoucissement des hivers, eh bien, elles vont mieux se porter. Et donc ça, c'est sur la biodiversité qu'on va dire sauvage, et l'homme fait partie de la biodiversité, et nous, on est aussi impacté par ces nouvelles conditions. Et là, je vous ai mis tout simplement l'augmentation du risque de feux de forêt, ou même la désertion estivale du public, puisque le site devient trop chaud et infréquentable en période de canicule. Et donc, il est évident que pour nous, on est face à une mise en péril pour la conservation d'un certain nombre d'espèces présentes sur le Pinail, mais aussi un certain nombre de nos activités de gestion de cette aire protégée. Sur la diapo suivante, vous avez un petit peu le paradoxe, ou en tout cas les questions, les réflexions qui nous ont amenés à travailler sur le changement climatique et cette approche carbone. C'est qu'aujourd'hui, on sait que l'avenir du Pinail dépend de l'intensité du changement climatique et donc de nos propres émissions. Et la réserve naturelle, ou en tout cas le gestionnaire de la réserve, est également émetteur d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, il y a une sorte de paradoxe, puisqu'on est nous-mêmes un petit peu coupables de cette mise en péril de ce patrimoine naturel, alors que notre premier enjeu, c'est bien de le protéger, de le conserver et de le transmettre aux générations futures. Et donc, depuis 2021, on a mis en place une stratégie d'intégration des enjeux du changement climatique aux côtés de la préservation de la biodiversité. C'est ce que vous avez dans l'encadré en vert. Et on s'attache à travailler sur les deux volets de la lutte contre le changement climatique, l'atténuation et l'adaptation. Ce qui est particulier, c'est que en fait, demain, on ne saura pas quel va être le climat et nos conditions de vie, puisque ça dépend de notre capacité aujourd'hui à moins émettre de gaz à effet de serre. C'est un petit peu le graphique que vous avez en bas sur les anomalies de température mesurées dans la station météorologique la plus proche de chez nous, donc à Poitiers par Météo France. Et les grandes questions, c'est depuis que on connaît le Pinail, nous à notre échelle, de notre ou de nos générations, eh bien, on a une certaine référence de ces mares, de ces landes, et face à l'intensité des bouleversements du changement climatique, eh bien, on ne sait pas ce que ça va donner, notamment d'ici 2050. Mais ce que l'on sait, c'est que tout dépend de notre trajectoire climatique et donc de nos émissions. Et donc, le cœur de notre stratégie, c'est de moins émettre de gaz à effet de serre dans nos pratiques et tenter que la nature puisse absorber un petit peu plus de ces gaz à effet de serre pour répondre
à ce besoin vital qui est d'avoir un monde enviable, viable tout simplement pour demain. Donc voilà un petit peu le contexte de ce qui nous a amené, nous, en tant que gestionnaire de la réserve du Pinail, à travailler et puis à missionner Vertigolab sur cette approche bilan carbone aujourd'hui et bilan carbone demain. Merci, Luce. Merci à toi, Kevin. Pardon, j'avais mon micro coupé. Du coup, en ce qui concerne donc le bilan carbone 2023, avant de rentrer dans le vif du sujet, de vous présenter les chiffres, on voulait faire un petit focus sur la comptabilité carbone, donc ce que c'est. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'au même titre que la comptabilité financière, la comptabilité carbone, c'est un outil de mesure qui permet de quantifier non pas des euros, mais des émissions de gaz à effet de serre qui sont générées par les activités d'une organisation. Et donc, pour mener à bien cette comptabilisation, donc il y a une unité unique de mesure qui a été définie, qui est le CO2 équivalent, ou CO2e, vous verrez un peu partout dans la présentation. Et cette unité, elle permet de comparer en fait différents gaz à effet de serre entre eux, selon leur pouvoir de réchauffement sur le climat, et ainsi de venir cumuler ces émissions. Et donc sur la droite, vous pouvez voir les principaux gaz à effet de serre qui sont émis par les activités humaines. Donc le CO2 d'origine fossile, d'origine biogénique, le protoxyde d'azote N2O, le méthane, CH4 et différents gaz fluorés. Du coup, ce travail de comptabilisation, il permet en fait d'identifier les principales sources d'émissions. Et donc ainsi, le bilan carbone va permettre de prendre une sorte de photographie des émissions à l'instant T. Et donc, dans un second temps, cette photographie, elle permet de définir une stratégie bas carbone, puis d'agir concrètement sur ces émissions via des leviers de réduction. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que vraiment la première étape, c'est d'avoir cette photographie. Et la comptabilité carbone, elle a catégorisé les émissions de gaz à effet de serre en trois scopes. Donc, on parle de scope même en français. Et donc, le scope 1, ça va correspondre aux émissions directes des sources fixes de combustion, pardon. Donc, par exemple, tous les véhicules qui sont possédés par l'entreprise et qui vont rouler et brûler du carburant. Le scope 2, ça va correspondre aux émissions indirectes qui sont liées à l'énergie. Donc, par exemple, tout ce qui va concerner l'achat d'électricité sur le réseau. Et enfin, le scope 3, ça va correspondre aux émissions indirectes de l'entreprise, donc toutes les autres émissions sur les achats de biens et de services, l'utilisation des produits vendus, les déchets, tous les transports, donc de l'approvisionnement à la distribution, en passant par les déplacements domicile-travail, etc. Et donc, on a accompagné Kevin dans la réalisation du bilan carbone de la réserve pour l'année 2023. Et donc là, vous voyez à l'écran la répartition des émissions qui ressort de ce travail. Donc on a plus de 70% des émissions de la réserve qui sont relatives au scope 3 et près de 30% au scope 1. Le scope 2, donc relatif à l'achat d'électricité, étant négligeable en 2023. Et donc le principal poste d'émission, c'est le transport des visiteurs et des partenaires de la réserve, qui représente 50% des émissions. Donc c'est un poste qui est très conséquent. Et dans les autres postes importants, on va retrouver les troupeaux en pâture, les biens en cours d'amortissement et tout ce qui va concerner les achats de biens. Et donc tout cela, au total, ça va représenter des émissions qui s'élèvent à 210 tonnes de CO2 équivalent en 2023. Mais concrètement, qu'est-ce que ça représente ces 210 tonnes? Donc là, vous avez à l'écran quelques ordres de grandeur. Et donc, en fait, 210 tonnes, ça équivaut à l'empreinte carbone annuelle de plus de 20 Français, ou également à peu près à 10 tours du monde en voiture. Donc, ça peut paraître beaucoup comme ça, mais si on vient comparer avec les entreprises françaises les plus polluantes, on va se rendre compte que des entreprises comme certaines grandes banques vont générer plus d'1 milliard de tonnes de CO2 équivalent par an. Une entreprise comme Total, ça va être 500 millions de tonnes de CO2 par an. Et une entreprise comme ArcelorMittal qui fait de l'industrie, ça va être 200 millions de tonnes de CO2 équivalent par an. Donc, on reste quand même sur des ordres de grandeur très, très inférieurs pour la réserve. Donc maintenant, un premier focus, si on vient regarder un peu plus en détail le poste d'émission des transports des visiteurs et des partenaires, on se rend compte que la majeure partie de ces émissions provient des visiteurs hors scolaires et étudiants, donc avec plus de 14 000 visiteurs sur l'année 2023. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pour calculer ce poste,
On a dû prendre des hypothèses et donc on a considéré que la population, elle se déplace principalement en voiture thermique avec 2,5 personnes en moyenne par véhicule. Donc à l'avenir, ce qui pourrait être intéressant pour venir préciser un peu plus ce poste et avoir des données peut-être un peu plus réelles, ça serait de réaliser une enquête de mobilité auprès des visiteurs pour, voilà, pour affiner l'estimation et également identifier les éventuels leviers d'action pour réduire les émissions. Deuxième focus maintenant sur la partie achat de biens. Donc là, c'est un poste qui est assez difficile à quantifier dans le sens où on doit normalement disposer soit du poids des objets ou de leur composition pour évaluer les émissions. Donc là, on a plutôt appliqué une méthode qui est légèrement moins précise et qui consiste à utiliser des ratios monétaires. Donc par exemple, pour les produits alimentaires achetés par la réserve pour des événements, on a appliqué un ratio qui s'appelle service produits agroalimentaires transformés. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que ces ratios, ils présentent des incertitudes importantes parce qu'ils sont peu précis. Ils vont regrouper un- des choses assez hétérogènes en fait dans les produits agroalimentaires. Bon, ça reste quelque chose qui se fait et qui permet d'obtenir un ordre de grandeur. Mais voilà, à l'avenir, c'est aussi quelque chose qu'on pourrait améliorer dans la quantification. Et dans le cas de la réserve, les biens les plus émissifs, ça va être les achats alimentaires donc qui sont achetés pour des événements, les repas des salariés de la réserve et tout ce qui va concerner les vêtements de travail, de protection et les EPI. Un autre poste conséquent qu'on va vous détailler plus tard dans le bilan d'émissions prospectives, c'est celui qui est relatif au pâturage des troupeaux. Mais voilà, globalement, on vous le présentera par la suite parce qu'on va voir que ça reste à peu près la même problématique qu'en 2023. Donc, vu qu'on voulait ouvrir le débat plutôt à la fin, on en parlera à la suite. Et donc, je vais laisser la parole à Kevin qui va vous présenter maintenant le plan de transformation de la réserve. Oui, donc pour nous, là, c'était vraiment important d'avoir, comme l'a dit Luce, une photographie de nos émissions aujourd'hui pour savoir quelles étaient nos émissions les plus importantes. Sachant que nous, on s'inscrit pas dans une logique des petits pas, mais plutôt dans une vision qu'on va appeler transformationniste, c'est-à-dire qu'on souhaite se diriger vers une évolution de notre modèle socio-économique de gestion de la réserve. Donc pour ça, donc on a travaillé au sein de Gérépi, hein, notre association, particulièrement au sein du bureau. On a travaillé aussi avec le conseil scientifique de la réserve. On a commencé à échanger avec le comité consultatif de gestion aussi sur cette fameuse stratégie bas carbone. Et donc, c'est quoi cette stratégie? Eh bien, c'est l'ambition de sortir progressivement des énergies fossiles, donc le pétrole particulièrement, et sans faire le pari du tout électrique et du tout technologique, mais plutôt le pari du retour à l'énergie biologique et donc durable et naturelle. Bien sûr, avec pragmatisme, parce que il y a des choses, on pense notamment au numérique, où évidemment l'électrique, on ne sait pas faire sans, ou d'autres aussi sur du matériel de gestion. Et donc, cela, eh bien, on peut le traduire de la manière suivante, vers une gestion plus douce des écosystèmes, plus humaine et low-tech, donc moins de high-tech. Donc, c'est des choses qui avancent, hein. C'est-à-dire que là, le bilan carbone, c'était 2023. On est aujourd'hui en 2025. Il y a eu différents événements. Par exemple, notre micro-tracteur thermique qui est malheureusement décédé. Eh bien, on a fait déjà le choix de le remplacer par un véhicule électrique qui a des conséquences sur notre gestion puisqu'on ne peut plus utiliser d'autres moyens. Mais on est déjà en fait dans cette démarche et on avance nos pions sur cette dimension bas carbone. Alors, c'est pas évident d'expliquer, mais du coup, dans les activités de la réserve, il y a des domaines pour lesquels on souhaite être encore en progression, en croissance, mais en croissance décarbonée. Et donc ça va concerner les connaissances scientifiques. C'est un enjeu pour nous que d'acquérir des connaissances, notamment sur les impacts du changement climatique et la biodiversité pour éclairer les prises de décision. C'est important pour nous aussi de maintenir, à même augmenter l'accueil et la sensibilisation des publics pour augmenter leur sensibilité à agir en faveur de l'environnement.
Et puis également l'accompagnement territorial, donc auprès des acteurs et surtout des collectivités territoriales, pour que dans les politiques publiques et dans l'aménagement du territoire, la nature, l'environnement, le climat, la biodiversité et l'eau aient une place plus intégrée que ce qu'il en est aujourd'hui, parce que vous connaissez la gravité de la situation sur la raréfaction de la ressource en eau, sur l'effondrement du vivant et encore le bouleversement climatique qui n'augure rien de bon dans notre vie de demain. Et par contre, on va avoir aussi dans la gestion de la réserve des domaines sur lesquels on souhaite être en décroissance. Et en décroissance, donc avoir moins d'intensité, donc pas être en augmentation, mais plutôt en diminution et diminution de ce carbone. Et donc ça va concerner les travaux d'entretien et de restauration des milieux naturels, notre activité de police de la nature, notamment sur le volet déplacement, et puis le volet management et soutien, donc tout le volet administratif, où on souhaite, là encore, décarboner ce type d'activité et être moins intense par rapport à la sensibilisation, les connaissances et l'accompagnement qui, eux, sont des domaines en développement. Sur la diapo suivante, nous avons quelque chose qui est illisible, mais c'est pour que vous l'ayez après avec le compte rendu, c'est le détail de cette stratégie bas carbone. Euh, Qu'est-ce que c'est du coup dans les faits? Donc pour nous, pour la gestion notamment, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de sortir de nos matériels thermiques. Il faut encore aujourd'hui maintenir un rajeunissement des milieux pour qu'ils restent favorables à la biodiversité avec plus de 150, enfin près de 150 espèces protégées hein, sur la seule réserve naturelle et qui dépendent de ces milieux ouverts. Et donc, pour sortir de cette énergie thermique, eh bien, le pari, c'est de retrouver du biologique. Et en fait, quand on regarde le passé, eh bien, nos grands-parents, arrière-grands-parents, nos ancêtres savaient très bien le faire. Hein. C'est du pâturage, c'est de la coupe manuelle, etc. Et donc, c'est un petit peu le pari de cette stratégie bas carbone de retrouver plus de place pour les animaux et du travail manuel. Du point de vue des connaissances scientifiques aussi, il y aurait une rationalisation du matériel et d'autres volets que je vais vous présenter après dans le détail. Et in fine, derrière tout ça, vous pourrez le lire après, hein, toute cette présentation de la stratégie bas carbone, c'est aussi d'être plus robuste dans le fonctionnement de l'association et être un peu plus indépendant par rapport à d'éventuels financements publics qui comme par hasard, cette année branle quelque peu et a priori, on nous annonce rien de meilleur à l'avenir. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à être plus robuste, moins dépendant aussi d'un système mondialisé et sur lequel notre activité est aujourd'hui clairement dépendante. Sur la diapo suivante, vous avez un petit peu toute la matière qu'on a donnée à Vertigolab pour alimenter ce plan de transformation et cette vision 2030. Donc, notre plan de transformation, il repose, un, sur la construction d'une maison de site sur la réserve naturelle pour notamment arrêter nos déplacements entre nos locaux administratifs qui sont éloignés de la réserve. Donc, évidemment, ce serait une éco-construction et il y aurait également de la production d'énergie photovoltaïque avec de l'autoconsommation. On pourra y revenir après dans le détail. Enfin, c'est lui qui reviendra dans le détail. Derrière, en termes de véhicules, eh bien, on passerait à l'électrique, mais aussi avec sobriété, c'est-à-dire que s'il y a besoin, puisque du coup, ce serait privilégié les déplacements doux, donc vélo, on a déjà acheté, et marche à pied. Sur les déplacements des salariés, il y aurait aussi une politique sur le télétravail et les réunions à distance, avec des sortes de quotas ou autres qui permettraient de réduire aussi cette enveloppe d'émissions-là. Sur le volet alimentation, qui était un poste non négligeable, atteindre et s'y tenir à moins de 20% des achats en viande. Point très important sur l'équipe aujourd'hui, enfin en tout cas en 2023, on était 4 ETP. En 2030, on ambitionne d'être à 5,5 ETP avec la création de nouveaux postes et la pérennisation aussi d'un poste donc sur le volet animation et la création de nouveaux postes, ça va être notamment ben, pour le poste de berger sur le volet éco-pâturage et aussi un poste administratif et financier. Donc plus 37% de moyens humains. Et après, là où il y a des impacts, enfin
des perspectives aussi assez importantes en termes de chiffres. Au niveau de la fréquentation, on ambitionne plus 50%. Aujourd'hui, en tout cas en 2023, on était 15 000 visiteurs, mais c'est encore le cas en 2024. On passera à 22 500 visiteurs. Alors, bien évidemment, tout cela dans la seule mesure où c'est compatible avec la conservation du patrimoine naturel. On est dans une aire protégée, hein. Le premier objectif, c'est bien de préserver la biodiversité, mais on sait qu'aujourd'hui, la capacité de charge, elle est pas à son maximum et il est estimé que ça n'engendrerait pas d'impact significatif sur le patrimoine naturel, mais bien sûr, ça s'accompagnera d'aménagements favorables à la canalisation du public, etc., etc. Ce public, eh bien, il serait aussi encadré de manière beaucoup plus importante. On passerait de 3 000 à 4 500 personnes accueillies et encadrées lors de visites, animations, ateliers. Donc ça, en partenariat aussi avec notre association partenaire qui est le CPI Seuil du Poitou sur le volet des scolaires. Donc ça, c'est un chiffre global, scolaire, étudiant, grand public. Et puis après, on va trouver le matériel. Donc la place du numérique, où on a encore beaucoup de questions, et ça va être un vrai sujet qu'il va falloir qu'on creuse sur le volet communication, Internet, réseaux sociaux, mailing, enfin bref, toute cette empreinte numérique est un peu complexe. Et sur le volet matériel, j'en ai parlé très rapidement tout à l'heure. Donc, réduire le volume de high-tech, rationaliser les besoins pour aller sur du low-tech, du réusage, du réemploi de la seconde vie. Et puis après, pour tout ce qui est relation avec les partenaires, c'est pas évident, mais c'est un poste important, ce scope 3 là, toutes nos relations de dépendance aux autres structures. Eh bien, on irait chercher soit les RSE pour les entreprises, donc les responsabilités sociétales des entreprises, et on ne travaillerait qu'avec des structures qui soient engagées dans ce type de démarche. Et puis, avec les partenaires, notamment scientifiques, on élaborerait une charte entre guillemets, de bonne conduite ou de bonne vigilance carbone sur les déplacements, sur l'instrumentation, etc., etc. Donc voilà. Et puis après, ben, le dernier morceau, la gestion des milieux naturels sur la diapo suivante. Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour préserver la biodiversité? Ben, c'est simple, hein, sur un gradient, ben, on pourrait tout arrêter et laisser la nature évoluer librement. Malheureusement, on sait très bien qu'aujourd'hui, si on fait ça sur le pinail, les mares disparaissent et les landes également au profit d'un boisement. On n'a rien contre le boisement, sauf que toutes les espèces rares et protégées ne vivent que dans les mares ou dans les landes. Donc notre enjeu, c'est quand même de maintenir ce paysage-là. Alors peut-être d'une autre manière, et même certainement d'une autre manière, mais là, vous avez par exemple en photo bah, des mares bien préservées à gauche, et puis des mares qui sont complètement asséchées parce que la forêt s'est installée naturellement. Et donc ça, c'est sur le pinail. Donc l'objectif, c'est toujours de maintenir quand même cette biodiversité rare et menacée qui a disparu partout ailleurs sur le territoire, puisque dans nos activités, on est loin de la compatibilité entre une cohabitation entre ces espèces et nos activités. Donc on maintient notre jardinage au sein de l'aire protégée pour faire en sorte que ces espèces ne disparaissent pas du territoire. Et donc, on reprivilégie l'énergie biologique. Et ça repose sur quoi? C'est la construction ou l'acquisition d'une bergerie avec 4 hectares de prairies, notamment pour passer l'hiver, pour faire passer l'hiver par le nouveau troupeau. Le troupeau, ça serait quoi? En 2023, on avait 41 têtes, on passerait à 150 moutons et chèvres pour avoir une pression suffisante pour maintenir le paysage ouvert, un peu comme ce qui se fait à la montagne, hein, des activités pastorales. Euh, je vous ai dit que si on ne faisait rien, on laissait en libre évolution, on perdait des landes et des mares. Pour autant, la forêt a des bénéfices, qui est notamment de faire des refuges climatiques et donc des îlots de fraîcheur. Et donc, il y aurait de nouveaux corridors ou des îlots de fraîcheur avec ce type de boisement qui seraient instaurés sur la réserve naturelle. Et puis, comme on augmenterait en effectif, hein, je vous ai dit tout à l'heure, avec des nouveaux postes, notamment pour les travaux, eh bien, il y aurait moins d'externalisation de travaux et beaucoup plus d'internalisation, notamment sur la fauche, sur l'export. L'export, donc, on se dirigerait sur de la traction animale. Alors, ce sera une prestation, hein, ça, on ne l'aurait pas en régie. Le pâturage, on l'aurait en régie hein, aujourd'hui, hein, avec un berger. Et puis, sur le brûlage dirigé qui serait maintenu sur les zones de forte densité de mares, eh bien, on réfléchit là sur ce qu'on appelle les petits feux. Donc, il y a des échanges là avec les spécialistes du brûlage dirigé français et portugais qui connaissent ce type de pratique pour voir comment est-ce qu'on peut réduire notre empreinte carbone sur ces petits feux, sachant que le feu est maintenu dans cette trajectoire.
Sur la diapo suivante, alors ça c'est un peu pour les scientifiques, mais voilà comment pourrait être la gestion de la réserve en 2030. Donc le nouveau plan de gestion qui doit être mis en place à partir de 2028. Déjà, ce qui serait nouveau, vous voyez, tout ce qui est en orange, c'est un pare-feu qui délimite l'intégralité de la réserve, parce que augmentation du risque feu de forêt, c'est pas est-ce que ça va arriver, c'est surtout quand. Et donc pour se prémunir, eh bien, on mettrait en place, sous réserve de validation, un pare-feu périmétral qui permettrait aux pompiers de circonscrire tout départ de feu à l'intérieur de la réserve. Ce qui est en rouge, ce sont les corridors et les îlots refuges climatiques, ou en tout cas où on aurait 4 à 5 degrés en moins lors des canicules grâce à la forêt et une hétérogénéisation des niches climatiques plus favorables à une plus large diversité biologique notamment. Et puis après, beaucoup moins de gris. Le gris, c'était le brûlage, et beaucoup plus de hachuré, c'est le pâturage. Donc évidemment, quand privilégiant le pâturage, eh bien, on se retrouve avec la moitié de la réserve gérée essentiellement par éco-pâturage. Voilà. Et donc l'objectif, décarboner les activités humaines et recarboner les écosystèmes. Luce, tu y reviendras dans le bilan carbone sur le volet séquestration naturelle du carbone. Donc voilà, ça c'est la première partie de la visio. Sur la diapo suivante, il vous est proposé du coup de poser les premières questions sur le bilan carbone actuel, donc à présenter lui sur 2023, et sur le plan de transformation 2030. Est-ce que ça, il y a des choses que vous avez mal compris, il y a des choses sur lesquelles vous souhaitez revenir. Donc là, je vous invite à lever votre main. Alors la main sur la visio, hein, parce que j'ai pas tout le monde en, en caméra, pour pouvoir, si vous le souhaitez, poser vos premières questions. S'il y en a, bien sûr. Nicolas. Non, 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 c'était pour vous remercier pour la présentation et pour vous dire que c'était très clair et très très bien. Ok, C'était un pouce. ok, ça marche, merci. Je sais pas comment faire pour. Alors, je vois pas Moi, forcément. Valérie, oui, vas-y. ouais, moi j'avais une question, notamment sur le développement des visiteurs, le développement, et j'ai bien compris que en fait la question, enfin, le point d'émission était comment viennent les visiteurs et ils viennent en voiture. Donc, si on dit qu'on va déployer davantage de visiteurs, ça va faire encore plus d'empreintes carbone. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez envisagé de travailler là-dessus, sur la sensibilisation du public pour qu'ils ne viennent pas en voiture, mais d'une autre façon, ou vous avez d'autres idées? Parce que bah, si on développe encore plus de choses, ça va être encore plus carboné, quoi. Donc, ça m'interroge. Voilà. Ouais, je peux répondre, c'est-à-dire que c'est un parti pris. Alors, ta question, en gros, tout à l'heure, Luce et les collègues de Vertigolab vont y répondre, puisque ça va faire partie justement de ce bilan carbone prospectif et des moyens financiers. Mais du coup, après, c'est un parti pris. Quand j'ai présenté tout à l'heure qu'il y aurait des domaines en croissance et des domaines en décroissance, le domaine en croissance, le parti pris pour l'accueil du public, c'est qu'on estime qu'on a un rôle de sensibilisation des publics sur le lien à la nature et sur la compréhension de ces liens à la nature et notre capacité et notre responsabilité à agir individuellement et collectivement. Et donc, effectivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire assumer cette part d'émission qui est liée aujourd'hui au transport. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas travailler dessus, mais je vais pas présenter ça pour le moment parce que ça va être présenté par tout à l'heure et je pense qu'on va évidemment y revenir parce que tu as bien compris que et donc Valérie est à l'office de tourisme pour celles et ceux qui connaissent pas Valérie, donc à Grand Châtellerault. Et effectivement, dans le tourisme, hein, la plus grosse empreinte, en règle générale, c'est le transport des visiteurs et tout site touristique ou patrimonial a ce type de problématique. Et on va voir que C'est c'est ça. une échelle collective qu'il va falloir qu'on travaille ensemble, bien évidemment. Oui. Oui, vas-y, Chantal. Après, il y aura Mathilde. Ouais, j'arrive pas à trouver ma main. Donc, j'ai été surprise, moi, par le résultat du bilan carbone sur les achats alimentaires. Euh,
ça me semble énorme. Je comprends pas trop. Surtout que les repas sont pas prévus. Les repas, c'est les repas des salariés. Quelque part, je dirais, c'est les repas, c'est des salariés, c'est quelque chose qui est inhérent aux salariés. Et donc, très bien s'ils veulent participer à la réduction du bilan carbone. Mais les achats alimentaires, je suis surprise. Parce que les repas, il y a plus de repas que d'achats alimentaires. C'est ça que j'arrive pas à comprendre, moi. Enfin bon, pour moi, c'est pas très important parce que alors, il y a l'histoire de diminuer la part de viande, sachant quand même que si on veut avoir de l'élevage, eh ben, il faudra quand même savoir ce qu'on va faire des ovins et est-ce qu'on les abat pour les abattre? Est-ce qu'on les laisse partir dans la nature? Est-ce qu'on fait venir le loup pour les utiliser, pour les faire, parce que sinon ils vont se multiplier hein, si le milieu est favorable. Voilà. Donc, je suis surprise par ce résultat-là. Alors juste peut-être pour apporter quelques éléments de réponse là-dessus, et comme je le mentionnais, en fait, sur ce poste d'émission là que je vous ai réaffiché à l'écran, globalement, on s'est basé, comme je le disais, sur des ratios monétaires qui ont été donc appliqués là sur ces dépenses-là. Et donc ça reste quelque chose qui est quand même peu précis dans la manière dont c'est calculé, dans le sens où ça va regrouper tout un tas d'achats de biens en lien avec l'agroalimentaire. Donc ça reste quelque chose qui est, en fait, c'est une moyenne à l'échelle nationale. Donc je pense il y a déjà un enjeu de venir peut-être préciser à l'avenir ce poste-là. Et après, effectivement, ça va regrouper tout un tas d'événements que peut organiser la réserve et pour lesquels elle va acheter des aliments. Alors après, là, peut-être, Kevin, je te laisse la main sur si tu souhaites détailler ces événements un peu Ouais, plus. ouais, non, mais tout simplement, tu as dit la réponse, c'est-à-dire qu'on n'est pas allé dans le détail de savoir combien de viande, combien de légumes, combien de fruits, etc. C'est-à-dire que ce qu'a dit Luce, c'est un ratio monétaire. On n'a pas été dans le degré de détail parce que c'était pas les postes les plus importants. Donc, il faut prendre ça comme une estimation et un donné à voir de ce que peut être le poids de ces achats alimentaires. Et pour être au plus juste, effectivement, si on allait dans le détail, on est déjà dans une démarche de très grosse réduction, voire même plus d'achats carnés par GREPI, on serait moindre. Mais il n'y avait pas le besoin, en tout cas, d'aller dans le détail. Et après, pour te répondre sur le repas des salariés, c'est comme le déplacement des salariés pour venir au travail, ça fait partie de la comptabilité carbone. C'est les méthodes, c'est comme ça. C'est inhérent, en fait, le fait que les salariés viennent, se déplacent et mangent fait partie de l'activité de travail de l'entreprise. Donc ça fait partie, voilà. Il y a Mathilde qui a une question. Ouais, merci. Déjà, merci pour la présentation. C'est très clair et pour la démarche engagée sur le Pinail. Je pense que c'est un travail qui méritera d'être valorisé au sein du réseau RN Nouvelle-Aquitaine et même, je pense, au-delà. J'avais moi une question en termes donc il y a une évaluation là, du bilan carbone actuel qui a été fait et on va avoir dans la suite du coup le bilan carbone de ce plan de transformation. Est-ce que vous avez déjà commencé à évaluer aussi le volet financier de la modification du plan de transformation qui serait intéressant aussi à avoir à un moment donné? Je propose que grâce à toi, on ait une transition sur la suite et que s'il restait des questions, on va les passer après justement Ok. l'évaluation de ce bilan carbone prospectif et l'analyse financière que Mathilde Mm. attend de ce plan de transformation. Du coup, Luce, je te laisse la main. Oui, C'est pas la merci. seule chose qui m'intéresse, hein, je te rassure, mais Non, mais c'est très bien, c'est une très bonne transition. On voit tout le côté professionnel de l'État, n'est-ce pas? Donc effectivement, donc là aussi on se concentre un peu plus maintenant sur la partie émission prospective de la réserve à l'horizon 2030. Donc en fait l'idée c'était de cet exercice-là, c'était d'évaluer la pertinence du plan de transformation avec un prisme de vue carbone. J'insiste là-dessus parce que vous allez voir que ça vite des limites, mais on va pouvoir y revenir un peu plus tard.
Donc là, vous avez à l'écran les résultats globaux des évolutions des émissions entre 2023 et 2030. Et donc, on constate que ces émissions, elles augmentent de 47% au cours de la période pour atteindre près de 300 tonnes de CO2 équivalent en 2030. Donc, pour mener à bien cette quantification prospective, on n'a pas pu appliquer totalement la méthodologie de l'ADEME qu'on a appliquée en 2023. La principale déviation par rapport à cette méthodologie-là, ça va concerner les immobilisations, qu'on ne peut pas en fait venir évaluer de manière prospective. Et donc, à la place, on a légèrement retravaillé notre bilan carbone 2023 et le 2030 pour faire cette comparaison. Et on a appliqué des coefficients de renouvellement en fait à l'ensemble des biens et des services de la réserve. Et ces coefficients de renouvellement, ils permettent de retranscrire la durée de vie de l'achat ou du service et ainsi de venir en fait lisser les émissions associées sur leur durée de vie. Et donc le plan de transformation de la réserve, il va permettre, grâce donc à l'installation de panneaux photovoltaïques, comme l'a mentionné Kevin, de venir supprimer les émissions de scope 2, qui étaient donc relatives à l'achat d'électricité du réseau. De son côté, donc le scope 1 va augmenter de 100% entre 2023 et 2030, du fait de l'accroissement de la taille du troupeau aussi qui est prévu, puisqu'on va passer d'une quarantaine de bêtes à près de 150. Et enfin, donc, les émissions de scope 3 vont venir augmenter de 60% du fait donc, de l'accroissement du nombre de visiteurs, donc comme on l'a déjà un peu touché du doigt au cours des questions, et aussi de multiples investissements en lien avec le troupeau, avec notamment donc, la construction d'une bergerie et d'un hangar, tout ce qui va concerner les achats de panneaux photovoltaïques et également la partie électrification du matériel de la réserve pour la gestion. Maintenant, si on regarde un peu plus dans le détail la répartition de ces émissions, donc on se rend compte que globalement, il n'y a pas de grosse différence par rapport à 2023 dans le sens où on retrouve nos principaux postes d'émission. Donc toujours les déplacements des visiteurs et les partenaires et la partie troupeau en pâture. Et donc avant de faire le focus sur ces différents scopes, j'aimerais juste vous présenter les émissions réduites et évitées grâce au plan de transformation. Donc là, vous avez à l'écran à la fois, donc sur la gauche, c'est la partie émissions qu'on va venir réduire grâce à la vente d'énergie photovoltaïque et à l'autoconsommation d'énergie photovoltaïque pour le bon fonctionnement de la réserve. Et sur la droite, donc les émissions qui sont séquestrées par le milieu naturel. Donc globalement, la mise en place de panneaux photovoltaïques sur le toit, sur les toits permet de réduire les émissions de la réserve de 0,6 tonnes de CO2 équivalent par an. Donc en fournissant l'énergie nécessaire au fonctionnement de la réserve. Et toute la partie surplus de production d'énergie va pouvoir être revendue au réseau, ce qui va donc permettre évidemment une rentrée d'argent, mais également de réduire les émissions de près d'une tonne de CO2 équivalent par an. Et donc, la réserve, elle permet aussi de séquestrer 817 tonnes de CO2 équivalent à l'horizon 2030 grâce au milieu naturel. Donc là, ça reste une évaluation qui a aussi des limites dans le sens où il y a peu d'éléments de littérature pour le moment qui permettent de vraiment venir calculer précisément ces séquestrations-là. Mais voilà, ce qu'on a pu en fait comptabiliser, c'est aussi l'accroissement de la taille de la réserve avec 4 hectares qui seraient gérés supplémentaires par rapport à 2023. Et donc maintenant, si on fait le focus sur les principaux postes d'émission de la réserve en 2030, donc d'abord les déplacements des visiteurs et des partenaires, qui restent toujours le principal poste d'émission. Donc comme ça a été souligné, donc, on prévoit un accroissement du nombre de visiteurs par 1,5 d'ici 2030. On a dû prendre aussi des hypothèses pour faire ces calculs-là. Donc tout d'abord, on a considéré une évolution du parc automobile d'ici 2030, avec une part de 15% de véhicules électriques dans le parc global français. Ça, c'est conforme à la planification écologique du gouvernement. Et donc, on se rend compte que le fait de réduire ces émissions, ça va être un levier essentiel pour atteindre une trajectoire bas carbone pour la réserve. Et donc, on souhaitait vous présenter quelques pistes d'action en fait, pour venir réduire les déplacements des visiteurs. Donc, dans un premier temps, et comme présenté dans le bilan carbone 2023, ce qui pourrait être intéressant de réaliser, c'est une enquête de mobilité auprès des visiteurs pour collecter des informations à la fois sur les types de véhicules qui sont utilisés, les distances parcourues, également les habitudes de covoiturage,
le nombre de personnes par véhicule moyen, et aussi la nature du déplacement, à savoir est-ce que le déplacement il est réalisé spécifiquement pour visiter la réserve ou est-ce que c'est combiné avec d'autres activités de tourisme, par exemple. Une autre donnée aussi qui pourrait être importante de collecter, ça va être la sensibilité des visiteurs à des solutions de transport alternatifs. Donc, par exemple, s'il y a des parkings relais qui sont mis en place par les collectivités locales, des transports en commun, des pistes cyclables, dans quelle mesure est-ce que les visiteurs seraient prêts à changer vers des mobilités alternatives? Ensuite aussi, ce qui pourrait être proposé, c'est de faire plus de communication sur la sensibilisation en fait au covoiturage et d'inciter à des déplacements plus responsables. Donc là, ce qu'on avait imaginé, donc pour le moment, la plupart des activités de la réserve sont gratuites, mais si certaines activités devenaient payantes dans le futur, par exemple certaines visites thématiques, ce qui pourrait être envisagé, c'est d'offrir une visite pour les personnes qui utilisent des mobilités douces. Donc ça, c'est des actions qui sont globalement assez simples à mettre en œuvre, peu coûteuses, mais voilà, leur efficacité de réduction, elle peut se trouver limitée. C'est encore un peu de l'ordre aussi du diagnostic plus que de la réduction pure. À moyen terme, ce qui pourrait être envisagé, c'est aussi d'installer des bornes de recharge électriques sur la réserve et d'inciter à l'usage du vélo, par exemple par un service de prêt. Ces solutions, elles pourraient être efficaces sur la réduction des émissions, mais elles restent assez coûteuses. Et enfin, donc, ce qui pourrait peut-être être le plus efficace si la réserve arrive à être entendue, c'est de faire un plaidoyer politique pour le développement du réseau de transport en commun et des mobilités douces. Et donc là, on pourrait voilà, atteindre des réductions d'émissions qui seraient assez conséquentes. Et pour la réserve, donc ça serait quelque chose qui serait peu coûteux. En revanche, pour les collectivités, on sait que c'est quelque chose qui est plus difficile à mettre en œuvre. Maintenant, si on fait un focus sur la partie troupeau en pâture, donc là, il s'agit du deuxième poste d'émission de la réserve. C'est un poste qui est en forte augmentation du fait de l'augmentation du cheptel, comme je le disais, de 41 bêtes à plus de 150 en 2030. Donc malgré le fait aussi qu'on a des pratiques d'élevage qui sont extensifs, qui seront mises en œuvre par la réserve. Et donc, en fait, ce qui va aussi augmenter ce poste-là, c'est qu'il y a effectivement le troupeau, mais ça va aussi nécessiter d'adopter un chien de berger pour la gestion et de construire des infrastructures pour l'accueillir, à savoir un hangar et une bergerie de 300 mètres carrés. Et donc, ces infrastructures, elles représentent 37% des émissions totales de la réserve en 2030. Et donc, ce qu'on a cherché, nous, à évaluer, c'est l'impact en fait, de la suppression complète du système pastoral pour voir en fait dans quelle mesure ça pourrait avoir un impact significatif sur les émissions. Donc on a bien conscience que c'est pas forcément quelque chose qui est souhaitable de venir complètement supprimer ce système pastoral, surtout si on prend une vision globale des bénéfices associés au pâturage. Mais voilà, en tout cas avec cette suppression, on pourrait venir baisser les émissions de plus de 110 tonnes de CO2 équivalent. Et comme je le disais, donc toutefois, ça pourrait donc nuire à certains bénéfices qui sont engendrés par ce pâturage-là, à savoir, par exemple, tout ce qui va concerner la gestion des terrains, le fait que ça peut générer des revenus complémentaires, notamment avec la vente d'agneaux, etc. Et que c'est également un gain de matière organique pour les sols. Donc voilà, il y a d'autres bénéfices. Et donc là, on arrive sur un peu les limites que je voulais toucher du doigt sur le fait de prendre des décisions avec uniquement un prisme carbone. De même, donc quelques leviers de réduction qui pourraient être mis en place pour venir atténuer tout ça. Donc d'abord, on peut penser à une collaboration avec un agriculteur local pour faire pâturer ses troupeaux sur la réserve. Donc ça permettrait en fait de venir éviter les investissements qui ont été initialement imaginés en termes de hangars, etc. Bon, toutefois, que les bêtes elles appartiennent à la réserve ou à un agriculteur, si on prend une vue mondiale des émissions, ça ne va pas changer les choses. Voilà, c'est uniquement sur la partie investissement que ça peut être intéressant. Et autre option aussi qui pourrait être réalisée, c'est celle d'un suivi carbone du troupeau avec voilà, le fait de venir tester différentes pratiques d'alimentation pour voir laquelle est la plus pertinente pour les bêtes et aussi d'un point de vue carbone. De faire des suivis du poids, etc., de peser les aliments qu'on leur met, etc., dans le but d'optimiser au maximum cette gestion. Pardon.
Ensuite, un dernier focus qu'on voulait vous présenter, c'est sur la partie énergie renouvelable et autonomie énergétique de la réserve. Donc là, l'idée, c'est de comparer deux scénarios. Donc le premier qui correspond au plan de transformation imaginé donc, par Kevin, installation de 300 mètres carrés de panneaux photovoltaïques et maintien du troupeau sur site. Et à droite, on vous propose donc un deuxième scénario qui va, lui, comporter une suppression des panneaux photovoltaïques et des nouvelles infrastructures liées à la gestion du troupeau. Et donc, en fait, cette suppression, elle permettrait de réduire de 6 tonnes de CO2 équivalent les émissions de gaz à effet de serre. Donc, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que dans le premier scénario, la consommation énergétique de la réserve, elle est issue du mix électrique national. Et donc là, depuis le début, en fait, on vous a parlé d'émissions en valeur absolue. Et pour prendre un peu de hauteur, on peut également regarder ces émissions en intensité, c'est-à-dire qu'on vient calculer des ratios. Donc, pour une entreprise classique qui va tirer ses bénéfices de produits vendus, généralement, on va utiliser des ratios d'émissions par million d'euros de chiffre d'affaires. Donc ici, ce n'est pas vraiment des ratios qui seraient pertinents au regard de l'activité de la réserve. Donc ce qu'on a plutôt cherché à voir, c'était donc l'évolution entre 2023 et 2030 de ratios qui sont relatifs aux émissions générées par la réserve par hectare géré ou par visiteur. Et donc là, on se rend compte qu'avec la mise en place du plan de transformation, on va augmenter de 44% le ratio relatif aux émissions générées par hectare, gérées, pardon. Et cette hausse, elle va être portée par donc, les émissions associées aux troupeaux en pâture, mais également par tout ce qui va être achat de biens et déplacement de visiteurs. En revanche, en ce qui concerne le ratio qui est relatif aux émissions totales générées par visiteur, là, on se rend compte qu'on va le faire baisser de 1% entre 2023 et 2030. Et ça va être le fait de l'accroissement du nombre de visiteurs par 1,5. Et donc, pour donner un peu de perspective et pour rentrer dans une trajectoire qui est compatible avec l'accord de Paris, ces ratios, ils devraient normalement baisser d'environ 7% par an. Donc là, on voit que pour la partie émissions par visiteur, on tend vers cette dynamique-là. C'est moins le cas pour la partie émissions par hectare géré. Et donc toujours cette comparaison avec l'accord de Paris. Donc là, ce qu'on a cherché à présenter, c'est donc la trajectoire carbone du plan de transformation par rapport à une trajectoire qui serait compatible avec l'accord de Paris. Et donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la baisse attendue par l'accord de Paris, c'est moins 4,2% par an en 2020 entre 2020 et 2030. Donc ça, là, on reparle de valeur absolue et non plus d'intensité, contrairement à la slide précédente. Et donc sur la droite, ce que vous voyez, c'est en très plein l'évolution des émissions avec la mise en place du plan de transformation en vert. En orange, ça va être la trajectoire compatible avec l'accord de Paris. En pointillé jaune, on va avoir un scénario pour lequel on viendrait progressivement fermer la réserve au public avec une fermeture totale en 2030. Et en pointillé bleu, celle où on aurait donc un scénario où la réserve serait progressivement laissée en libre évolution. Donc l'idée de cette diapositive, c'est un peu provocateur, c'est de vous faire réagir. Parce qu'on se rend compte que pour être compatible avec l'accord de Paris, il faudrait soit une approche plus du tout interventionniste où on viendrait laisser la réserve évoluer librement, soit carrément venir fermer le site au public, ce qui est complètement contraire à l'approche initiale de sensibiliser au public, de recréer du lien avec la nature. Donc voilà, on viendrait stopper net tous les bénéfices rendus par l'activité de la réserve sur ces thématiques-là. Et du coup, donc, pour conclure un peu de ce travail carbone qu'on a pu réaliser, ce qu'on se rend compte, c'est que le prisme carbone, c'est clairement pas l'unique prisme à utiliser pour une prise de décision pertinente. Donc dans le cas de la réserve, il y a d'autres prismes de vue qu'on peut prendre en considération. Du fait que la réserve apporte de multiples bienfaits à la société, donc notamment en matière de bien-être de la population, d'éducation et de sensibilisation du public, de préservation de la biodiversité et d'espèces protégées, mais également de qualité des sols, etc. Il faut aussi garder en mémoire que la réserve, comme on l'a dit au départ dans le bilan carbone 2023, elle émet très peu de gaz à effet de serre par rapport à n'importe quelle activité économique. Et que aussi la transition carbone de la réserve, elle ne pourra pas se faire sans la décarbonation des transports des visiteurs et des partenaires.
et qu'en fait les actions qui sont relatives à cette décarbonation des transports, elles relèvent principalement de décisions politiques sur lesquelles la réserve n'a pas forcément un très grand pouvoir d'action. Donc voilà pour ces éléments de conclusion. Je vais passer la parole à Alexandre pour la partie analyse financière de ce travail de plan de transformation. Je vois qu'on a une question, peut-être qu'on peut les prendre maintenant, ou Kevin, tu préfères les... Ok. Oui. Michel, si vous voulez. Oui, moi j'aimerais bien, avant de passer à l'analyse financière, Oui. revenir sur l'histogramme de comparaison des modes de gestion. Là, on voyait les colonnes. J'étais un peu surpris par l'écart, alors je me demande si je l'ai bien compris, entre la gestion pâturage et la gestion brûlé dirigé. Non, c'était Alors, je ne sais pas quel avant. slide c'était. Celui-ci? Encore avant, Non, sur la diapo où il y pas avait toutes avant. les émissions. Ouais, Ah, c'est ça. pardon. Oui. Donc voilà, sur l'évolution brûlage, évidemment, on voit une baisse puisqu'on a moins de brûlage. Mais par contre, on voit que la gestion qui est mise en troupeau en pâture, l'augmentation n'est pas proportionnée. On est bien plus fort. Donc ça me pose question, notamment si on arrive à discuter. Est-ce que vraiment il faut partir vers plus de pâturage, notamment en lien avec la question du risque d'enrichissement du milieu. La, la réserve se caractérise par des milieux oligotrophes et forcément le maintien de l'oligotrophie est un peu au cœur des objectifs de préservation. Donc là, je me dis qu'en voyant cette colonne, soit j'ai pas tout compris, soit je me dis ça milite pas du tout pour un passage au pâturage, quoi. Si je peux répondre, évidemment que c'est ce que l'on cherchait, Michel, c'est d'avoir un éclairage sur le prisme empreinte carbone. Et là, il apparaît évident que en regardant ça, on a une pratique d'éco-pâturage à plus large échelle qui va être plus émettrice que ce qu'il en est aujourd'hui. Pour autant, pareil, pour les troupeaux de pâturage, c'est les facteurs d'émission sur lesquels il y a un indice de confiance de 70%. Ça veut dire que on n'est absolument pas, c'est une donnée qui est absolument pas fiable parce que c'est des données qui sont égales à celles de élevage traditionnel, classique. Donc il y a déjà ça qui serait à peaufiner. Et évidemment, sur le volet oligotrophie, ça fait partie de la base, tout comme l'hygrométrie des sols, enfin bref, l'humidité des sols, qui sont les deux enjeux clés. On pourra peut-être y revenir à la toute fin, parce qu'il y a là un vrai sujet de discussion, et tu pointes ça, Michel. Oui, oui, tout à fait. Bah, on peut y revenir à la fin, mais du coup, est-ce que le brûlage c'est aussi peu fiable ou aussi fiable, plus fiable que le pâturage? Parce que si on compare deux modes de gestion, il faut qu'on ait les mêmes marges d'erreur, quoi, ou les mêmes marges de sécurité. Bon, il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi les autres co-bénéfices qu'on va pouvoir Ouais, y mais ça. trouver, notamment sur un volet valorisation pédagogique. Mais c'est C'est juste c'est sûr. pour qu'il faut qu'on finisse quand même l'intégralité de la présentation avant de... Parce que là, il y a un vrai sujet, on pourrait arrêter la présentation et parler que de ça maintenant sur cet enjeu de conservation et peut-être ces paradoxes, ou en tout cas ces vigilances entre nouveaux modes de gestion et notamment là, le volet enrichissement. Mais on y reviendra à la fin, Michel, pour avoir le temps. Et si on veut, on pourra prolonger, mais pour que là, on puisse dérouler l'intégralité de la présentation. Il y a juste Guillaume qu'on prend la question maintenant, si c'est vraiment sur le volet carbone, puis après, on va continuer sur le volet analyse financière. Guillaume. Oui, bonjour à tous, Guillaume Labarre, Office national des forêts. Je réagis sur la partie décarbonation des transports, notamment par rapport à l'installation de bornes de recharge électrique. Nous, on avait été sondés justement pour l'installation de bornes électriques à la Maison de la Forêt lors de la réfection du parking du Grand Recoin. Et on avait émis un avis défavorable pour l'installation de bornes électriques
notamment parce que c'est un vecteur de risque de feu de forêt, et donc on sait qu'on est dans un massif qui est à risque feu de forêt important, et surtout la partie nord de Moulières avec le Pinail notamment. Donc il y avait ça, c'était un premier point. Et par rapport aussi au parc photovoltaïque, enfin parc panneaux photovoltaïques dont vous parliez dans la présentation, il faut savoir aussi qu'on a des obligations légales de débroussaillement qui sont obligatoires autour de tout ce type d'installation, notamment de 50 mètres, puisqu'on est en massif à risque sur la domaniale de Moulières, Pinat compris, et donc on a une zone, donc la forêt plus une zone tampon de 200 mètres autour, avec des obligations légales de débroussaillement qui sont à réaliser, et notamment sur ce type d'installation-là. Ouais, c'était juste pour apporter ces éléments. Ouais. Une réponse très rapide. Le photovoltaïque, c'est sur toiture et pas sur la réserve ou pas sur le Pinail et donc pas sur Moulière. Et Ok. la borne électrique, c'est au bâtiment d'accueil, donc sur l'espace urbain et donc là aussi pas sur la réserve, pas sur Pinail et pas sur Moulière, bien évidemment. Luce et Alexandre, je vous laisse la main pour poursuivre. Et gardez vos questions, hein, et Michel, on pourra y revenir aussi à la fin. Ouais. Alexandre, du coup, je te laisse la main. Ouais, merci beaucoup. Donc là, je vais vous présenter l'analyse financière qui a été réalisée à la fois avec le bilan carbone, mais aussi avec l'analyse des services écosystémiques qui vous a été présentée il y a quelques semaines, mais qui correspondait bien là au sujet et qu'on a réalisé en collaboration avec Kevin. Vous allez voir que les hypothèses qui ont été prises sont un petit peu différentes que celles du bilan carbone. Là, on est vraiment parti sur le plan de transition bas carbone que Kevin vient de vous présenter et sur lequel j'imagine vous avez déjà beaucoup discuté. Donc, les étapes de cette stratégie que je vais vous présenter maintenant sont celles-ci. On est parti, donc l'objectif c'était d'avoir en fait des coûts associés et des revenus. Donc combien est-ce que cette transition bas carbone peut coûter? Elle a été pensée à horizon 2030 et ce qu'elle peut éventuellement faire revenir comme nouveau revenu à la réserve. Donc le premier objectif ici, c'était d'abord de traduire les objectifs de la transition bas carbone en postes de dépenses concrètement. Donc l'objectif, c'est d'avoir une ferme de conservation. D'accord, bon, bah, quelles dépenses est-ce qu'on peut affilier? Bon, bah, on va acheter des bêtes, on va acheter des hectares de prairies, comme Kevin vous l'a présenté un petit peu avant. Et ensuite, une fois qu'on a ces postes de dépenses-là, on va les chiffrer. Donc on l'a fait à partir de retours d'expérience. Donc ça a été vraiment la collaboration avec Kevin et avec la réserve sur à la fois des budgets prévisionnels, donc notamment celui de la maison de la réserve, ou des coûts qui étaient déjà observés sur la réserve. Et puis, de notre côté, on a surtout cherché des données de référence, donc des coûts d'achat des bêtes. Ici, les coûts de référence qu'on a cherchés, c'était des données quand même assez spécifiques. Par exemple, les bêtes, on a essayé de prendre des moutons de race solognotte qui étaient les plus adaptés à mettre en place sur la réserve. Les prairies, c'était le coût des prairies et d'une terre agricole donc à Haute-Vienne, sur le territoire. Donc, pour être vraiment le plus précis possible. On- De ces frais, de ces postes de dépenses-là, on a deux types de dépenses qui sont les frais d'investissement, donc les dépenses qui vont devoir être réalisées une seule fois à horizon 2030, et les frais de fonctionnement qui, eux, sont des frais annuels. L'hypothèse de travail ici, c'était de considérer que tous les prix sont constants. On n'a donc pas pris l'inflation en compte. Pourquoi on l'a pas prise en compte? C'est parce que c'était plus simple de communiquer sur des chiffres d'aujourd'hui et des coûts d'aujourd'hui. Et puis, c'est très difficile de se projeter sur des coûts à horizon 2030, surtout sur des coûts qui sont très volatiles comme les coûts de l'énergie, par exemple, ou les coûts de la terre, de la terre agricole. Enfin, c'est des prix qui sont difficilement stables. Ouais, surtout l'énergie, par exemple. Donc, on est resté sur ça. Et puis, ces postes de dépenses, finalement, une fois qu'on les avait, l'objectif, c'était de voir
comment est-ce qu'on allait pouvoir les contrebalancer par des revenus. Donc, quelles étaient les pistes, et notamment grâce à la transition bas carbone, quelles pouvaient être les pistes de revenus pour la réserve, pour combler finalement ces nouveaux coûts. Donc, l'hypothèse de travail ici, c'était que les aides publiques sont à minima constantes. Pareil, c'est très difficile de se dire, enfin, on est conscient que vous êtes dans cette problématique-là d'une baisse des aides publiques. Ici, on a considéré qu'elles étaient constantes et qu'on se focalisait uniquement sur les nouveaux coûts. Et puis, on s'est projeté donc sur ces nouvelles sources de revenus. Et là, les nouvelles sources de revenus, c'était à la fois une option sur la réduction des coûts, l'optimisation des sources d'autofinancement et enfin la recherche de nouvelles sources de financement extérieur. Je vais vous présenter succinctement les résultats. Concernant les investissements, donc les dépenses qu'on va faire, que la réserve peut faire une fois d'ici à 2030, on est sur un investissement total d'environ 1 million d'euros. Donc c'est principalement, comme vous pouvez le voir, la maison de la réserve et le local technique qui vont porter ces dépenses-là. Donc c'est basé notamment sur le budget et sur des coûts observés, des coûts de marché observés. Ensuite, on va avoir la ferme de conservation. Donc, ça va surtout être l'achat des animaux, mais aussi l'achat de la prairie et la construction du hangar. Enfin, on va avoir l'administration de l'équipe. Donc là, c'est notamment le mobil-home pour l'équipe. Et puis l'achat du buggy électrique. Et enfin, l'espace pédagogique. Là, ça sera davantage le petit jardin potager et puis les chemins ouais, les chemins, et ça c'est vraiment à destination des visiteurs. Après, concernant les dépenses de fonctionnement, là on a fait un comparatif. Donc les 340 000 que vous voyez, la partie en bleu, il s'agit des coûts de la réserve en 2023. Ce à quoi peuvent s'ajouter donc un delta entre des frais de fonctionnement supplémentaires entre 110 000 et 129 000 euros. On a ce delta-là parce qu'on a réalisé deux hypothèses sur notamment les équipes. Donc les frais de fonctionnement sont principalement portés par l'augmentation des frais liés à l'équipe, notamment en partant de l'idée que vous alliez recruter un responsable pastoral. Donc c'est notamment ce coût-là. Mais le delta est considéré dans l'idée que dans l'option 2, donc qui est la moins coûteuse, on allait avoir une équipe avec des responsabilités qui allaient être plus horizontales, une équipe qui allait être plus jeune et moins expérimentée, et en fait les coûts sont principalement liés à des primes d'ancienneté. Donc c'est pour ça qu'on a la différence entre les deux. Donc on peut voir qu'on peut avoir une augmentation des frais de fonctionnement qui va être jusqu'à 130 000 euros. Donc là, comment est-ce qu'on peut justement couvrir ces frais? Et c'était le deuxième exercice de revenus supplémentaires sur la réserve. Donc après avoir étudié les différentes options, on arrive donc à la slide suivante, qui est celle des revenus complémentaires. Trois pôles de revenus complémentaires, donc à la fois les services d'éducation de sensibilisation. Donc là, la question qui peut être posée, c'est est-ce que vous voulez faire payer les visites guidées? Donc ça pourrait être un bénéfice de 15 000 euros, et là, c'est basé sur l'augmentation des visiteurs. Et puis une base de coût de visite guidée à 5 euros. Donc ça pourrait être 15 000 euros. Après, l'augmentation des formations des scolaires et puis l'augmentation de la formation professionnelle. Donc ce qui fait environ 30 000 euros. Ensuite, sur les nouvelles activités et les prestations de services qui peuvent être réalisées par la réserve, on a la vente de l'énergie, donc jusqu'à environ 8 000 euros. Bien sûr, c'est dépendant de l'ensoleillement, c'est dépendant du prix de l'énergie, mais on est resté sur le prix d'énergie aujourd'hui. Donc ça, c'est assez volatile. Et puis, c'est déduit les coûts enfin, il y a de l'autofinancement là-dedans. Donc là, c'est vraiment côté bénéfice. Il y a aussi la réduction des coûts de l'énergie, de ce qui est dépensé sur la réserve. Après, et lié à la transition bas carbone, on peut avoir une prestation de service d'éco-pâturage et la vente de moutons, ben, d'agneaux.
Et puis, pour le parking, donc ça, c'est aussi basé sur la projection du nombre de visiteurs qui augmenterait. On pourrait, sur une base de 2 euros de parking, avoir environ 10 000 € de bénéfices. Donc ça, c'est aussi très hypothétique. Et enfin, sur les financements, là, on va plutôt avoir une internalisation des prestations de services donc qui serait plutôt de l'ordre des économies finalement. Donc, à la fois du débardage qui remplace le service fait par Audacy et puis de l'internalisation du service des pompiers. Et ça serait notamment remplacé par l'éco-pâturage et puis l'équipe aussi qui ferait de la prestation de service internalisée en faisant vous-même finalement le brûlage, si j'ai bien compris. Et puis, il y aurait aussi cette aide Natura 2000 qui s'élèverait jusqu'à environ 50 000 € et qui serait permise par la présence des moutons et des chèvres et qui deviendrait finalement, enfin, qui pourrait profiter d'aide au financement agricole. Donc, avec ces aides-là, on arrive à environ 128 000 € par an. C'est bien sûr un exercice de style, finalement, ça nous donne une idée de ce qui pourrait être possible de faire. Et puis, il y a aussi d'autres options de revenus qui ont été analysées, qui n'ont pas forcément été aujourd'hui monétisées, mais qui pourraient être d'autres pistes, donc notamment la construction de visites guidées autour de l'éco-pâturage. Et là, ça pourrait justifier des nouvelles visites guidées et le fait qu'elles soient payantes, parce que ça serait une nouvelle offre de service. Et puis, ça permet aussi de justifier l'achat des bêtes. Et enfin, une autre option, ce serait de renforcer l'expertise environnementale et écologique qui est déjà faite par la production d'études, mais aussi l'intervention dans des événements scientifiques ou privés. Donc, le résultat, ça serait si, bon, je vois que ça s'est pas actualisé, mais on aurait donc 129 000 € si on prend l'option la plus défavorable, et puis des revenus à 128 000 €. Donc je vois qu'il y a une petite coquille. Donc ça ferait un total de 156 € de frais de fonctionnement supplémentaires par an. Là, l'objectif, c'était vraiment de voir comment est-ce qu'on pouvait couvrir ces investissements et les frais de fonctionnement annuels. Donc ça pourrait ici être plus ou moins couvert par les revenus supplémentaires. Et ces revenus supplémentaires sont quand même majoritairement basés sur le plan de transition bas carbone de la réserve. Donc ici, l'objectif, c'était de voir si on pouvait avoir un équilibre financier. On peut envisager une couverture grâce à ces options de revenus supplémentaires. Mais bien sûr, ça dépend fortement des arbitrages qui sont réalisés en interne. De mon côté, j'ai terminé. Je pense qu'on peut passer à la partie questions. Merci pour les présentations. Alors, on a déjà commencé à soulever quelques réflexions ou points. Alors, Mathilde, qui nous avait fait tout à l'heure une très belle transition sur le volet monétarisation, est-ce que ça soulève des questions ou un éclairage? Ou je te prends de court? Non. Ouais, un peu. Non, 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 ça mérite surtout de regarder plus précisément. Là, comme ça semble réalisable tel que présenté financièrement parlant, j'entends. Mais ouais, ça demande quand même, il y a quand même aussi une part d'incertitude liée aux sources que vous avez identifiées. Enfin voilà, j'ai un peu, enfin pas tiqué, mais tu vois, tu parles sur Natura 2000, ça veut dire que vous visez quoi, des MAEC, c'est ça? Non, c'est Notamment, non, des contrats Nini? ouais, sur du pâturage itinérant selon les barèmes effectifs cette année. Ok, d'accord. Ouais. Donc plutôt, ok, ok. Ça- Ça pose effectivement, hein, ça pose un certain nombre de questions sur la Ouais. réalité des sources de revenus là par rapport à Ouais. ces 127, 130 000 euros supplémentaires. Il y a beaucoup d'hypothèses qui ont été faites et chaque hypothèse ou chaque levier non actionné ne permet pas d'avoir un équilibre. Ça, Mm, c'est évident. Mais après, ça peut être des leviers actionnés de manière différenciée, plus dans un domaine et moins dans un autre, etc. C'est vraiment, mm. encore une fois, un donné à voir, comme cette photo 2030 de l'empreinte carbone par rapport à aujourd'hui. Ça donne beaucoup de pistes. Il y a Michel qui a relevé la main, sauf si Mathilde, tu avais autre chose à rajouter. Pas pour le moment, je te remercie. Ok, alors Michel. Oui, c'est juste, enfin, c'est pas mal de chiffres, ça s'enchaîne vite, faudrait regarder, prendre le temps.
parce que effectivement, enfin, surtout moi, les chiffres, c'est pas trop mon truc. Mais je suis assez surpris quand même pour en revenir au pâturage, la contractualisation Natura 2000 permet de générer 49 000 euros, 900, pratiquement 50 000 euros, alors que la vente des agneaux que 13 000. Donc on a quasiment 3 fois plus de subventions que de produits bruts. Ça me surprend un peu, quoi. Alors ça, c'est des barèmes qui sont établis avec aujourd'hui contracter un contrat Natura 2000 ni agricole ni forestier sur de l'éco-pâturage avec la surface qui serait mise, c'est 50 hectares, il me semble. Donc ça, c'est les chiffres aujourd'hui. Et après, sur les ventes, c'est les ventes aujourd'hui pour la vente de brebis, enfin d'Aniel du coup, de race Solognotte, enfin bref, et aussi les chèvres Poitevine, ou alors pour les petits mâles en boucherie. Et donc c'est des prix effectifs aujourd'hui en fait. Donc c'est ainsi, c'est un fait. Et ça ne te choque pas, toi, qu'il y ait 3 fois plus de subventions que de vente de produits. Enfin, Bah après, moi, je remets pas en cause le système parce que sinon, la réunion elle va durer très longtemps. Mais enfin, c'est comme ça. bon. Il y avait Chantal justement qui a mis un message. Si tu veux intervenir aussi, Chantal. Oui, dans les prestations supplémentaires, vous parlez d'éco-pâturage, donc je suppose vers des collectivités ou des choses comme ça. Le seul problème, c'est que il risque d'y avoir peut-être concurrence sur les périodes de pâturage, parce qu'en fait, les collectivités vont demander quand l'herbe va pousser, et nous, au niveau du Pinail, le pâturage itinérant sera intéressant là aussi quand l'herbe poussera. Donc voilà, je pense qu'il risque d'y avoir un peu de concurrence. Ou alors, il faut avoir un troupeau plus grand, ce qui pose d'autres problèmes. C'est une possibilité. Il y a Monsieur Troussel qui nous quitte. Soit vous avez déjà quitté, ou sauf si vous voulez poser une question ou un avis par rapport à ce qu'on vous a présenté. Non, désolé, oui, j'étais en train de taper sur le. Non, non, juste pour dire que c'est super présentation, très pro, hein. Après, j'ai besoin, moi, effectivement, aussi d'un petit temps de recul, hein, avec la présentation, dont j'imagine que vous allez nous l'envoyer. Oui. Voilà, de façon à regarder un petit peu tout ça, et peut-être que j'aurai des questions ultérieures par rapport au plan de compensation quand même. Ça, puis quelques suggestions aussi du type, mais je pense que vous avez déjà dû vous rapprocher de l'agglo au niveau du PAT, du plan d'alimentation locale, territoriale, pardon. Il y a peut-être aussi des choses, des synergies à voir autour de ces sujets-là. Voilà. Mais je reviendrai vers vous, hein, en reparcourant le support. En tout cas, très beau travail. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Merci. Merci, Bonne au revoir. continuation. Au revoir. Il est évident hein, que vu la richesse de ce travail et peut-être la complexité aussi de jouer avec tous ces chiffres, ce n'est qu'un nouveau point de départ pour nous et un nouveau point de discussion en conseil scientifique, en comité consultatif et à Gérépi. Hein, tout ça, on vient aussi de l'avoir. Donc évidemment que ça donnera lieu à de nouveaux débats et échanges et décisions au sein des différentes organisations. Il y a Yann qui voulait parler. Ouais. Ouais, moi j'ai juste eu un peu de mal à lire en fait. On voit en fait que notre bilan carbone, finalement, on cherche un peu à le baisser, mais il augmente parce qu'on va changer de stratégie, on va accentuer certaines stratégies. Ce que j'aurais aimé peut-être pouvoir lire, c'est l'origine de ce carbone, parce que euh, on va en fait retirer du carbone qui est issu du pétrole, qui est issu d'une énergie fossile. Alors certes, on va voir une augmentation de dégagement de carbone, mais qui est dans le cycle, c'est-à-dire des animaux qui captent du carbone qui est issu de la production végétale, etc. Et je pense que ça sera intéressant de différencier en fait pour la structure en fonction des scopes, les origines, parce que scope 1, scope 2, ok, mais ça parle pas autant, je pense. Euh, Parce qu'en fait, on impute à nos animaux et au pâturage une réelle augmentation du carbone, mais ça reviendrait à dire, par exemple, on a perdu 67% des vertébrés sur la planète, et ça serait un peu comme si on incriminait tous les vertébrés, comme si c'était eux les responsables du changement climatique, alors qu'en fait, c'est vraiment ce carbone qui était sous terre, qui était d'origine
du pétrole ou du charbon qui est à l'origine de ce changement climatique. Donc toutes les actions qui sont dans le cycle, qui sont cycliques, c'est de la végétation, mais qu'on va brûler, mais qui a capté du CO2 atmosphérique, c'est dans le cycle. Les animaux qui vont capter du CO2 qui a été bancarisé par l'herbe, c'est dans le cycle. Et donc en fait, c'est des origines qui sont très différentes. Et notre modèle vise à évincer tout ce qui est issu des énergies fossiles pour aller vers ce carbone, mais qui est dans le cycle en fait. Voilà. Ça, j'aurais aimé qu'on puisse un peu plus le lire parce que c'est là aussi on monte en, comment dire, en charge par rapport à notre modèle. On essaie d'évincer un maximum de ce pétrole d'origine enfin, voilà, ancienne. Peut-être un élément de réponse sur la partie carbone liée au pâturage. Déjà, ce qu'il faut garder en tête, c'est que là, comme on le disait, on a utilisé des facteurs d'émission qui sont assez génériques, hein, qui sont issus de l'ADEME. Mais il y a quand même une nécessité de venir préciser ces facteurs d'émission en tenant compte des pratiques extensives d'élevage qui seront appliquées par la réserve. Et ça, je pense que à part vraiment une évaluation très fine et très poussée, on peut pas l'avoir, on peut pas le capter comme ça. Et effectivement, selon le mode de gestion que vous allez appliquer, selon l'alimentation qui va pouvoir être fournie aux bêtes, le bilan carbone peut se retrouver peut être vraiment différent en fait. Mm. Donc il y a aussi ces notions-là, peut-être de venir capter selon les modes de gestion, quelle pourrait être l'évolution carbone. Juste peut-être aussi pour repréciser, on est déjà sur un élevage, nous, de type tout à l'herbe. Et c'est les systèmes de production les plus vertueux. Donc il est évident en fait que cette empreinte carbone pour le troupeau, elle est surévaluée. Et à l'inverse, pour le brûlage dirigé, aussi Michel, c'est un autre éclairage, mais par exemple, dedans n'est pas compris les 2 mois de travail de Christophe d'entretien de pare-feu. Ça, c'est compris dans du combustible. Et donc, en fait, c'est un peu compliqué en fait d'aller dans des vrais calculs. Ou alors là, ça va demander en fait un travail vraiment précis sur maintenant, si on doit nous projeter sur des modes de gestion bien particuliers, il va falloir qu'on aille chercher la donnée la plus fine possible. Euh, je suis sûr, et c'est une évidence, l'empreinte pâturage est beaucoup moindre. Par contre, l'éclairage important que nous vous ont fourni Luce et Alexandre, c'est que si on ne construit pas d'infrastructure et qu'on a un partenariat local, il y a une réelle plus-value et pour du terrain et pour l'infrastructure. Donc ça, c'est peut-être un axe de travail à privilégier. Et à l'inverse, pour le brûlage, il y a toutes les phases de préparation, par Christophe qui ne sont pas intégrées. Donc ça va augmenter l'empreinte. Et peut-être effectivement, il faut voir, mais après, là où c'est pas évident, il faut avoir la balance co-bénéfice aussi de tout ça. Et peut-être risque aussi, comme tu dis, sur la trophie, sur les milieux. C'est Euh, pas revu dans le le graphe. travail de Christophe n'est pas annualisé, en fait, enfin, son Bah, bilan carbone. bah non, on peut pas mettre tant de litres de carburant et d'amortissement de matériel pour du brûlage, pour de la coupe ou pour de l'entretien des sentiers de découverte. Ça demande, en fait, Non, c'est mais une moi, photo. ça m'aurait pas choqué, si tu veux, que il y a une bascule vu les marges de grandeur en fait sur l'activité de Christophe ou la vôtre dans votre bilan, etc. J'aurais pu penser, tu vois, par contre, en dépense, l'intervention des pompiers, les camions, etc., qui là, Bah, c'est là. effectivement, C'est ça. est complètement extérieur à l'activité propre de la réserve. Mm. Et l'idée, c'est aussi de réduire cette empreinte-là en passant sur du petit feu et donc pas sécurisé avec du pétrole. Le pétrole, ce serait des camions en périphérie qui interviendraient que s'il y a un incident. Mais sinon, il n'y aurait plus de défense avec 4 camions qui consomment 30 litres à l'heure en continu pendant l'après-midi. Ouais. Ben ouais, hein. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi toutes les personnes qui sont là? Chantal? Faut que tu allumes ton micro, ouais. Je le faisais pas au bon endroit. Euh, Moi, je pense quand même qu'il va falloir aussi, on parlait du problème de l'élevage, il va falloir quand même un peu expérimenter. Alors, pas pour le carbone, l'histoire de peser les moutons et tout ça. Je pense que au niveau carbone, comme tu disais, c'est quand même
un élevage vertueux pour l'instant, puisque c'est exclusivement sur la prairie. Maintenant, peut-être qu'on peut rencontrer des problèmes aussi de croissance par rapport à la qualité je pense plus à la valorisation des produits, hein, parce qu'on aura quand même comment dire, les ressources alimentaires ne seront peut-être pas suffisantes pour avoir des produits de qualité. Alors, juste pour répondre, effectivement, ça c'est le point. Ah bah il y a Alexandre aussi qui veut. Bah, je te laisse répondre, Alexandre. Pardon, c'était deux questions. Je répondais à la première déjà sur la concurrence. On a considéré, c'est vrai on avait déjà discuté avec Kevin de ce sujet-là. Et on s'est dit que au moment où ça pousse, il y aurait les agneaux, donc les agneaux et les chevreaux, donc le troupeau serait doublé et que ça serait une manière de permettre d'avoir assez de nourriture déjà pour tout le monde, et puis de faire de l'éco-pâturage en divisant le troupeau. Donc c'était une des pistes déjà pour la première question. Et puis sur la Il y aura qualité quand de la même des transports. c'est vrai qu'il y aura des transports. Là, ces coûts-là de transport, on les a pas comptés. Et on les a pas comptés non plus dans le bilan carbone. Mais c'était comme ça qu'on avait justifié. Après, les coûts de transport peuvent être, comment dire, ils sont compris aussi dans la prestation en général. Ils sont payés par le client. Et après, concernant la nourriture, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on a aussi pris en compte des coûts d'alimentation complémentaires enfin, que des coûts que vous avez déjà et qu'on a juste adapté en fonction de l'augmentation du troupeau. Je sais pas si Kevin, tu veux compléter. Si, ben, en fait, la question c'est sur les jeunes béliers, les agneaux, parce que du coup, ça se vend très mal. Sauf ça se valorise en viande. Et en viande, il faut en gros quasiment 6 mois pour atteindre 40 kilos sur des prairies. Et donc, ça veut dire que c'est pour ça qu'il faut une extériorisation réserve, parce que cette voie de valorisation et de financement, enfin, ou d'autofinancement de cette activité passera par un extérieur réserve, effectivement, sinon on n'y arrivera pas. Tu as tout à fait raison. Il va être midi, je vais arrêter juste l'enregistrement.